répondre à cette première question, c'est quoi l'importance de la lecture? Je crois que c'est une question qui est un peu redoutable à tout lecteur, aussi pour toute lectrice. Comment, en sachant bien, en connaissant très bien l'importance de la lecture, comment partager, comment dire ça, comment essayer de conceptualiser cette importance-là. C'est vraiment difficile. Mais moi, je vais peut-être, on connaît tous les bienfaits de la lecture. Et ils sont multiples et ils sont aussi à la portée de tout le monde. Maintenant, je vais juste parler d'une seule importance pour peut-être donner la parole aux autres aussi, d'en énumérer quelques-unes. Je vais prendre l'aboutissement synthétique même de la lecture, l'expression orale. Par exemple, un lecteur, c'est tout à fait celui-là qui est aussi le fin orateur. Quand vous lisez et que vous lisez des livres, beaucoup de livres, vous arrivez à les comprendre. C'est sûr, quand vous les lisez peut-être plusieurs fois, vous arrivez certainement à les comprendre. Ça vous donne accès aux mots. Et quand on s'exprime, on a besoin de mots tout le temps pour s'exprimer. Et donc, quand on lit, on a une certaine dextérité à pouvoir nous exprimer, à dire nos pensées. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime même de la lecture, l'expression orale. Parce que tout aboutit à cela. Quand vous parlez bien, ce n'est pas seulement que vous maîtrisez, par exemple, les mots. C'est parce que vous savez ce que vous allez dire. C'est parce que vous savez que ce que vous allez dire est pertinent. Et comment est-ce que vous avez su ça? Comment est-ce que vous avez connu ça? C'est à travers les lectures, à travers les différents personnages que vous avez rencontrés dans les livres, c'est à travers les différentes conceptions des auteurs qu'ils ont véhiculées à travers les livres et les pages que vous avez vues. C'est tout cet ensemble de choses-là qui vous permet d'arriver à ce point-là, qui est de pouvoir vous exprimer librement, avec aisance, communiquer de manière rationnelle et de manière à ce que tout le monde puisse comprendre et que les gens ne puissent pas vous en vouloir. Parce que la communication aussi, c'est vraiment double. Quand vous communiquez bien, là-bas, c'est bien. Et quand vous communiquez très très mal, ça va créer des frustrations. Ces frustrations-là vont conduire peut-être à des révoltes. Donc, pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime même de la lecture. L'objectif synthétique même de la lecture, c'est pouvoir s'exprimer davantage, pouvoir s'exprimer bien, de manière pertinente. On peut s'exprimer et peut-être ce qu'on a à dire n'est pas aussi important que ça. Ça peut arriver à plein de monde qui ne lisent pas. Mais un lecteur, quand il prend la parole, il sait ce qu'il dit. Il sait à qui il le dit, il sait aussi comment il le dit. Il applique cette manière-là et ça passe. Ça passe. Pour moi, c'est vraiment l'importance capitale même, c'est l'importance synthétique même de la lecture. Tous les autres objectifs peuvent concourir à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, ça sera le tour de table. La question elle est ouverte à tous, comme monsieur Issa. D'accord, merci à vous qui êtes venus nous écouter et maintenant prendre part à la discussion. Je tiens aussi à remercier Model TV pour cette belle initiative qui est à encourager et qui est surtout à perpétuer. C'est une initiative qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'inculquer aussi les goûts de la lecture à la jeunesse malienne. L'avantage de la lecture, sinon l'importance de la lecture, arrive à parler d'améliorer l'expression orale. Moi, je vais peut-être parler d'améliorer l'expression écrite pour ne pas peut-être choquer ceux qui ne savent pas s'exprimer. Dans la vie, l'une des choses les plus importantes, sinon pour ne pas dire la chose la plus importante de la vie, ça c'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous permet de savoir, de savoir être, de savoir faire et de savoir faire savoir. Donc la connaissance, tout est basé sur la connaissance. Et la connaissance, la meilleure des connaissances, on ne peut les trouver que dans les livres. Quand on part à l'école et qu'on apprend avec les professeurs, généralement, au-delà de ce qu'on leur a enseigné à l'école, ce sont des fins lecteurs. Et tout ce qu'ils vont vous dire, généralement, ils l'ont appris dans un livre. Moi, je le dis tout le temps, dans la vie, il ne faut pas te limiter à ce qu'on te dit seulement. Donc, il faut aussi aller au-delà de ce qu'on te dit. Parce que, quel que soit ce qu'on va te dire, le mieux, ça, c'est de le voir toi-même. Le mieux, ça, c'est de l'apprendre pour toi-même. Donc, quand vous partez à l'école,
et que le professeur vous dit telle ou telle chose, il faut que vous cherchiez à aller à la source. Où est-ce qu'il tire l'information? Donc, c'est cela qui va vous permettre non seulement de connaître davantage, mais aussi cela va vous permettre d'améliorer votre expression écrite. Généralement, on voit des gens, on entend pas beaucoup de mots, on les exprime en longueur de journée oralement. Mais si on nous demande de les écrire, c'est un problème. Par exemple, quand on prend le mot Kleenex, beaucoup de gens savent le dire, mais comment ça s'écrit? Mais pourtant, imaginez que vous êtes un haut cadre, vous êtes dans un poste de responsabilité, on vous demande de faire un rapport et vous ne parvenez pas à écrire correctement le mot Kleenex, ça devient un problème. Donc, il y a autant de mots qu'on découvre quand on lit. On les avait déjà entendus plusieurs fois, on a déjà même une idée sur leur sens, mais on ne savait pas comment ça s'écrivait. Mais c'est à travers la lecture qu'on les découvre. Donc, la lecture, en ce sens, est importante, que ça nous fait découvrir des nouveaux mots. Ça nous fait aussi découvrir comment leur sens également. Parce que quand on tombe sur un mot dont on n'a jamais entendu parler, forcément, on va, si on est un bon lecteur, on va chercher à connaître les sens. Donc, non seulement la lecture nous permet d'améliorer notre expression écrite, mais aussi ça nous permet d'enrichir notre vocabulaire également. Voilà, donc ça c'est l'épée d'avantage que je peux dire de la lecture. Nous sommes 4. Naturellement, les autres vont donner d'autres avantages, mais ça c'est l'épée que je peux dire de la lecture. Merci. Alors, avant tout propos, je tiens, comme l'a fait Issa Samaké, à remercier les organisateurs de cet événement, précisément Model TV, pour la cause de la lecture. Et en ce sens, vous vous joignez à nous qui nous battons à longueur de journée pour la promotion de la lecture et la culture de l'excellence. Je remercie ensuite toutes ces personnes si charmantes, malgré la chaleur du Ramadan, d'être venues assister, et j'espère que vous ne vous limiterez pas à écouter ce que nous aurons dit, vous allez aussi réagir et c'est très important. Alors, je me remercie moi-même. Et enfin, je remercie la présentatrice qui est joliment habillée. Bon, même si nous sommes... il n'y a pas d'autre intention, hein, après, c'est tout. Et pour parler de l'importance de la lecture, c'est une question assez vague. Il m'est difficile de parler tout de suite de l'importance de la lecture pour tout le monde. C'est pourquoi je vais dire l'importance de la lecture pour moi. Mes prédécesseurs ont l'un parlé de la communication et l'autre parlait de l'écriture. Ces deux aussi entrent dans le cadre de la communication. Et pour moi, le but fondamental de la lecture, c'est de se situer. Je m'explique. On lit pour se situer dans le temps et dans l'espace, pour se projeter, peut-être dans l'avenir. Se situer dans le temps, lorsque vous lisez un livre, il y a une époque pendant laquelle le livre a été écrit. Et en lisant les livres de cette époque-là, vous allez apprendre les réalités de cette époque. Comment est-ce que les gens vivaient, comment est-ce qu'ils pensaient, quelle était leur méthode de transmission de savoir, quels étaient les savoir-faire et les savoir-être. Connaissant cela, on peut, à partir de ce que les autres ont fait, se situer dans le présent. Vous lisez un livre sur le Mali actuel et vous apprendrez les réalités du Mali actuel. Que vous soyez sous d'autres cieux, vous allez découvrir les réalités de ce Mali actuel. Mais au-delà de cela, la lecture permet de... J'ai parlé de se situer, mais de connaître le monde. Connaître le monde, connaître les autres et aussi se connaître. Maintenant,
Après ces trois connaissances, qui sont d'ailleurs le but même de l'existence humaine, c'est la raison pour laquelle nous nous posons les questions fondamentales. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et pour ce, la réponse à ces questions va permettre au lecteur de connaître le monde, les autres et soi. Et quel est l'aboutissement de ces triptyques, les trois connaissances? C'est de nous permettre de mieux vivre. Nous apprenons à mieux vivre à travers aussi la lecture. Cependant, pour mieux vivre, il faut savoir comment est-ce que les autres vivaient avant et comment est-ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être pour se poser la question, comment est-ce que nous allons vivre demain? Et la lecture, à travers les différentes connaissances de différentes époques, et nous allons, il s'agit bien évidemment des lecteurs, nous situer en apprenant à nous connaître, à connaître les autres et à connaître le monde. C'est ce qui était inscrit devant l'oracle lorsque les gens partaient consulter l'oracle à Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Bon, c'est vrai, on a attribué la paternité à Socrate, mais je pense que bien avant lui, c'était là. Dans la mythologie gréco-romaine, il y avait un temple à Delphes où les gens partaient voir leur avenir. Et à la porte, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ». Aujourd'hui, la lecture est ce moyen qui permet à nous qui sommes lecteurs aujourd'hui de connaître le monde, de connaître les autres et de se connaître. Voilà, je pense que j'ai subtilement répondu à la question. Je passe la parole à mon grand frère. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci, bonjour tout le monde. Avant tout propos, je voudrais remercier Model TV qui nous a donné aussi cette chance de se rencontrer. Et comme le disait mon maître Marcel Guimi, toute rencontre littéraire est un échange d'informations et de partage d'espérance qui permet à chacun de s'instruire et se raviser en même temps. Ce qui revient à dire, on doit remercier, on doit donner un grand merci à Model TV surtout, parce que si on a l'habitude de voir dans la plupart des TV aujourd'hui où il y a des loisirs, si c'est pour aller danser, chanter ou trouver les gens viennent régulièrement. Mais c'est au moins une des télévisions sérieuses, entre guillemets, qui arrive à mettre en place un système pour établir le soubassement même de la vie humaine, qui est la lecture. Sans lecture, point de vue au fait. Je voudrais aussi remercier chers panélistes, bienvenue et surtout pour la discussion partagée. Et grand merci aussi à l'assistant pour avoir apporté votre considération à notre intervention. Après cela, inculquer le goût de la lecture à la jeunesse. Et on nous demande de parler de l'importance. On doit partir par l'écriture, on doit passer par la communication et on doit se situer dans le temps et dans l'espace à travers la lecture. Je dirais que la lecture, en principe, devrait être une obligation vitale même dans notre monde de plus en plus mondialisé où il y a assez d'imitations. Parce que pourquoi je le dis, nous n'avons même pas le choix, nous sommes obligés de lire. Apprenez vos grands-mères, les grands-pères à lire. Sur les médicaments, tout est écrit. Partout où vous partez, tout est écrit. Chacun a un téléphone. On est obligé de lire, nous n'avons pas le choix. Ceci pour dire qu'on ne peut pas finir de parler de l'importance de la lecture pour tout le monde. Mais ce que je m'avais dire aussi par rapport à l'importance de la lecture, c'est de dire qu'aujourd'hui, la lecture est nécessaire et importante pour chacun de nous dans la mesure où, lorsque vous apprenez à lire et à écrire, vous évitez les erreurs. Vous remarquez un peu plus partout au Mali, un peu partout en Afrique d'une façon générale, et si je n'ai pas attaqué une religion, mais où les gens qui ne lisent pas ou qui ne savent pas lire sont esclaves des interprétations des uns des autres. Alors, si vous êtes esclave des interprétations des uns des autres, vous pouvez tomber dans l'erreur. Et ce que très souvent on entend parler, la moutonnerie, entre guillemets, je mets ça dans les guillemets, pour dire, vous ne savez pas ce qui se trouve dans le texte, mais vous allez vous contenter de l'interprétation de quelqu'un. Et qui aussi a lu avec sa manière de comprendre. Ce qui revient à dire, si la personne qui a lu, dont vous écoutez, est en erreur, vous aussi vous serez en erreur.
Et s'il y a une autre personne qui va vous écouter, vous êtes son maître aussi, vous allez conduire cette dernière personne en erreur. De l'erreur en erreur, la vérité va s'assombrir. Or, regardez bien ce que disait Michel Denis, Saint-Denis. Lire, c'est vivre en lumière. C'est pourquoi je me suis fait appeler lumière, parce que j'ai vu en lumière en lisant. Bien, je voudrais dire, au-delà de ce que je viens de dire, la lecture aussi enrichit la connaissance humaine, en fait. Lorsque vous lisez, étant à Bamako, vous pouvez lire un ouvrage qui est à, je sais pas, Abidjan, à Bouaké, vous pouvez voir un ouvrage qui est aux États-Unis d'Amérique, vous allez vous renseigner sur ce qui se passe là-bas. Laissons les livres. Prenez l'exemple sur les journaux. Tous les jours, nous lisons les journaux. Il y a des informations sur le net un peu partout. Mais si tu ne sais pas lire, il faudra aussi être capable de lire entre les lignes. Ça veut dire, il suffit pas seulement de lire les lettres, les mots. Lire pour comprendre. Ce que l'autre collègue avait déjà signalé, en lisant, vous devrez en mesure de s'approprier de l'information adéquate sans pourtant mal interpréter le contenu de l'ouvrage ou en tout cas du papier en question. Donc, pour ainsi dire, nous sommes obligés de lire ou la lecture va nous obliger de lire. Merci. Merci de mentionner encore nos panélistes. Alors, pour la seconde question, voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que la lecture vous a transformé? Genre à l'aide du numérique? Oui. Monsieur Siaka? Oui. Ah non, allez-y, continuez. Il n'y a pas d'avis. Voilà. Comment est-ce que la lecture vous a transformé? Parce qu'à l'ère du numérique, vous avez pu vous passer de cela. Au lieu de vous figer sur vos téléphones ou smartphones, voilà, je me permets de vous s'entraîner, parce que vous avez des livres en clair, je dis certainement que vous lisez les livres plus que les livres numériques. Comment est-ce que vous avez pu vous passer de cela? Eux, aujourd'hui, vous êtes là à... Voilà, vous nous inspirez aussi. Vous nous inspirez pour faire la lecture. Je vous pose la question à toutes. Ah ben, pourquoi vous allez commencer avec vous. On commence par moi? Pour quelle raison? Parce que tu as un bonnet. C'est parce que tu as un bonnet. D'accord. Transformation de soi. Vous savez, j'évite les questions me concernant personnellement. Je vais m'appesantir sur un élément important que vous avez évoqué, le numérique. On ne se passe pas du numérique, on en fait une opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai plus d'ouvrages numériques que d'ouvrages physiques. Parce que le numérique n'est pas là comme un ennemi du lecteur. Il contribue d'ailleurs à la promotion de la lecture pour le lecteur. Je suis avec mon téléphone, je ne peux pas tout le temps apporter tous mes livres avec moi dans mon sac. Ça va être difficile. J'aurai du mal à supporter le poids. Cependant, lorsque je suis avec mon smartphone, je peux télécharger autant de livres, autant de fois que la mémoire du téléphone puisse supporter. Je me promène avec et je peux lire partout où je suis. Donc, les lecteurs ne doivent pas faire du numérique leur ennemi, mais ils doivent profiter de cet outil indispensable qui s'est imposé à nous et nous ne savons pas comment. Nous n'avons pas prédit l'avènement du numérique. Il s'est imposé et lorsque le numérique s'impose aux humains, c'est à eux de s'adapter, de ne pas être possédés par le numérique, mais de posséder le numérique. C'est peut-être ce que j'ai personnellement pu faire et qui a contribué à ma formation sociale, culturelle, intellectuelle, bon, à long terme peut-être politique. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Viviani. Ah bon? Allez-y. Ok. Bien, ça fonctionne pas? Ça fonctionne? Il faut prendre les lunettes. Ok. Le micro ne vous aime pas. Je sais pas, il doit y avoir un problème. Ok, je continue avec la voix, c'est bon, non? Bien, par rapport à est-ce que la lecture nous a transformés? Qu'est-ce que la lecture a transformé en moi? Et vous regardez aujourd'hui, bon, je peux laisser? D'accord. Vous êtes en jeun quand même. Oui, je suis en Il serait préférable d'utiliser le micro. Le micro, oui. Technicien?
On est là. Et n'oublions pas que ça termine à 18h45. Ah, On a elle est quelle est? Ok. Ça? Allez-y. C'est allumé même. Quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes dans une situation problématique parce que l'homme est devenu esclave de sa propre intelligence. Grâce à l'intelligence, on est arrivé à mettre en place des nouveaux outils techniques qui commencent à nous dévorer nous-mêmes, où on devient esclave. La question qu'on voudrait se poser, est-ce que ce développement des nouveaux outils techniques est un obstacle à notre liberté humaine? D'une part, oui, d'accord. Mais par rapport à la lecture, ce que Coulibaly vient de dire, Chaka, je crois que c'est un avantage et on peut profiter à notre façon. Parce que ce n'est pas du tout facile pour un homme qui se connecte tout le temps, surtout que ceux qui ont des wifi sur jeu, les enfants qui ont des wifi sur jeu, qui arrivent à se connecter sur TikTok, sur WhatsApp et lire en même temps un ouvrage. C'est pas toujours évident. Et je pense qu'il y a un rôle à jouer ici. Moi, je me suis fait violence à un moment donné. Très souvent, je décide de ne pas me connecter sur Facebook ou sur WhatsApp à un moment donné. Et je peux prendre 2 jours pour dire, bon, pendant ces 2 jours, je dois terminer ces ouvrages. Je dois faire tel travail. J'ai fait violence sur moi-même. Donc, chacun de nous doit faire violence sur soi-même pour pouvoir s'adapter au monde. Parce que c'est ce que Charles Darwin avait dit. Une espèce qui n'arrive pas à s'adapter va disparaître. Donc, si on n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, alors on va disparaître. La lecture ne sera pas au rendez-vous et on va devenir des esclaves de ces matériels. Et regardez bien, si vous prenez les Européens, les enfants n'ont pas la chance de faire tout ça. Mais pourtant, la plupart de la technologie vient de là-bas. Mais ils ont éduqué les enfants de telle sorte que les enfants savent utiliser. On ne leur donne pas l'opportunité de tout faire. Mais nous, à la maison, ça devient comme on appelle une forme de luxe. Quand je suis à la maison, j'ai un Wi-Fi, je connecte, voilà, j'ai un téléphone pour papou, pour la vieille, voilà. Et c'est comme tu veux. Ça, c'est l'expression d'être un riche, mais être pauvre intellectuellement et être esclave dans les jours à venir. Par rapport à la violence dont je parle sur moi-même, maintenant, j'essaie d'écrire, j'essaie de me connecter parfois et je lis. Ou vous aurez la technique que j'utilise tout le temps. Chaque soir avant de dormir, il y a un livre qui est toujours dans mon téléphone. Le livre du jour, j'ai lu au moins quelques pages avant de dormir. Chaque soir, c'est comme ça. Avant de dormir, parce que je sais que je suis trop pris. Donc, avant de dormir, je fais violence sur moi-même. Je décide maintenant de faire une violence sur moi-même. Et avant de dormir, je lis 3 pages, 4 pages. Très souvent, on doit avoir le téléphone. Et ça, c'est très important. Donc, la lecture m'a transformé de telle sorte qu'aujourd'hui, quand tu passes une semaine sans pourtant lire, je me trouve dans une situation d'être comme un patient. Je ne me sens pas à l'aise. Il faudrait que je torture un peu plus mon esprit. Lecture, ça veut dire torturer votre esprit. Et c'est ce qui fait mal à beaucoup de gens. Ils n'aiment pas se torturer. Or, quand un esprit n'est pas torturé, il ne va pas se développer. Et quand il n'est pas développé, il serait incapable de critiquer, d'analyser. Et quand l'esprit est incapable de critiquer, d'analyser, il devient esclave pour les autres. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas être esclave des uns des autres et en lisant. Et c'est important, on devrait lire. Voilà ce que je peux dire pour la question. Bon, tour de table, c'est à vous maintenant. D'accord. Ouais. Merci pour la question. Je crois que la question s'attend un peu vers la numérique et aussi l'avantage que nous avons tiré de la lecture. Par rapport au numérique, comme l'a dit Chaka, il ne faut pas que nous en fassions un ennemi, mais plutôt essayons de l'exploiter. Par exemple, dans nos différentes rencontres des clubs de lecture, parfois quand on a des livres en PDF, ça nous permet de partager avec le public. Et les gens qui viennent assister à la rencontre, à l'exposé, ils ont déjà une idée sur quoi on va parler. Parce qu'ils ont déjà pris le temps, même s'ils n'ont pas pu lire tous les livres en entier, ils ont quand même pris le temps de parcourir un peu et ça enrichit les discussions, ça rend intéressant le débat. Mais s'il n'y a pas le numérique, on n'a pas ces moyens-là. Imaginez que non seulement les gens ne viennent pas du même quartier, mais aussi, si on doit dépenser de l'argent dans les documents en format papier pour les donner aux uns et aux autres, c'est compliqué. Mais le numérique nous offre cette possibilité-là. Quand il y a des exposés, qu'on a des livres en PDF, ça donne la chance à tous les participants de lire les livres. Donc ça, c'est un avantage. Par rapport aussi à l'exploitabilité, quand on est avec le téléphone, on a à peu près, on peut avoir plus d'une centaine de livres en PDF avec soi.
et parfois on ne peut pas se rendre partout avec le livre. Donc si on s'ennuie un peu, on a les téléphones, on prend et on sort un livre et on le lit. Donc c'est au contraire un avantage. Maintenant, qu'est-ce que la lecture m'a apporté? En quoi est-ce que ça m'a transformé? Moi, je trouve la lecture est pour moi comme une école. Et dans un pays où on connaît l'état de l'éducation, on comprendra tout de suite que l'auto-formation est indispensable de nos jours. Et quand on lit, c'est comme si on se formait. Parce qu'on lit, on découvre, on apprend, on s'interroge, on essaie d'interpréter. Parce que la lecture nous renvoie à tout ça. On tombe sur des parties avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais ça nous pousse à réfléchir. Quel est notre point de vue personnel par rapport au sujet? Donc ça développe notre capacité de réflexion. Ça nous pousse peut-être à la philosophie en quelque sorte. C'est-à-dire à nous poser des questions et à chercher à trouver des réponses à ces questions-là. Au-delà de ça aussi, ça me facilite, ça m'a facilité aussi la prise de parole, la communication. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu un peu. On ne peut pas venir s'asseoir devant les gens et leur dire n'importe quoi. Donc, il faut avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir faire le partage avec les gens. Si on ne connaît pas, on ne peut pas lire. Et si j'ai aussi pu écrire des livres, c'est grâce aussi à la lecture. Quelqu'un qui ne lit pas, qui n'a jamais lu, il lui serait très difficile d'écrire. Donc, la lecture précède l'écriture. Donc, en tout cas, je ne peux pas dire tous les biens que la lecture m'a fait, mais ce qui est sûr quand même, c'est que la lecture est indispensable dans la vie et il est important pour chacun d'entre nous de lire le maximum possible. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Déjà, le numérique et en quoi la lecture m'a transformé. Beaucoup de gens pensent que peut-être quand on vous considère comme un lecteur, les gens pensent que vous êtes un être à part, par exemple. Un être à part, vous êtes hors de la société, hors sol, quoi. Vous n'êtes pas avec. Or, vous allez voir que les lecteurs, ou on peut les appeler les grands lecteurs, sont les gens qui sont plus connectés, par exemple, aux réseaux sociaux. Mais ils ne sont pas accros aux réseaux sociaux, puisqu'ils sont déjà accros aux livres. Donc, on ne peut pas avoir des addictions. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment renseignés sur ce qui se passe, Facebook, TikTok et autres, là, ils sont vraiment à fond dedans. Et comme Chaka l'a dit, les lecteurs font du numérique un atout pour pouvoir mieux lire. Parce qu'il y a des livres, je ne m'imaginerais même pas avoir ces livres-là si ce n'est pas par le numérique, par exemple. Déjà, je ne pourrais pas les acheter. Et même si je les achèterais, je ne pourrais pas peut-être me les faire parvenir. Donc, le numérique, c'est vraiment un grand atout et les gens l'utilisent. Maintenant, chacun disait qu'il ne veut pas parler de lui personnellement, mais moi, j'aime plus parler de moi. C'est pas par ego, je vais essayer de parler de moi sans être prétentieux. En quoi la lecture m'a transformé réellement, concrètement? Moi, je me dis, c'est par les réponses que la lecture m'a apportées. Par les réponses que les livres que j'ai lus m'ont apporté. Et la réponse la plus subtile, la réponse la plus grande pour moi, que j'ai apprise dans les livres, que j'ai connue dans les livres, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Qu'il n'y a pas vraiment de réponse unique surtout. On peut avoir à une seule question des milliers de réponses, des millions de réponses, qui peuvent toutes être défendables. Et ça, le truc. Et ça déjà, j'étais quelqu'un qui était très, très avide de connaissances. Quand je vois un truc, il faudrait vraiment que j'aille au bout. Et par les livres ont pu continuer cette avidité-là que j'avais de savoir, en m'offrant des pistes de réponses. Dans les livres, chaque fois que je lis un livre, ces livres-là me peinent. Il faudrait que je cherche un autre livre pour les lire pour pouvoir combler cette peine-là qui m'a été causée. Et le prochain livre aussi va me peiner encore, va me pousser à réfléchir à autre chose, va me pousser à réfléchir autrement, à d'autres questions peut-être que j'ai pensé déjà avoir connues. Et donc ça, c'est plutôt cette ouverture d'esprit-là que la lecture m'a apporté. C'est en cela que la lecture m'a réellement transformé, les réponses que ça m'a apporté. Et je vais peut-être vous parler il parlait tout à l'heure de la peine. Quand on n'a pas de peine, quand on est dans un moment de confort, là on ne se réveille pas. Mais quand on est vraiment peiné dans notre corps, là on se réveille et on part chercher autre. Parler d'un livre que j'ai lu en 2022, c'est le livre qui m'a le plus peiné. Et c'est bizarrement le livre que moi j'ai le plus aimé. C'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar. Ce livre-là, quand je l'avais lu, ça m'a vraiment fait souffrir, ce livre-là.
des moments de peine inlassables et incessables. C'est ça le problème. Quand vous êtes scotché à ces livres-là, ils ne vous lâchent pas. Ils ne vous lâchent pas et vous êtes obligé de lire jusqu'au bout. Parce que l'auteur Mugarsar, il a écrit ces livres-là avec une telle dextérité, avec une telle précision qu'il tient les lecteurs comme ça, il ne le lâche pas. Et ça, j'ai adoré ces livres-là, les peines que j'ai rencontrées dans ces livres-là, les retournements de situations tellement nombreux, les rebondissements tellement nombreux que j'ai rencontrés dans ces livres-là m'ont fait souffrir. Et quand j'ai terminé le livre, c'était juste un moment de silence. Un moment de silence, un moment d'apaisement. Surtout aussi, ça a créé chez moi une sorte pas de trou noir, mais une sorte de trou un peu béant, qui m'a poussé à chercher davantage des livres qui me font souffrir, des livres qui me font souffrir. Parce que c'est par les livres qui font souffrir qu'on apprend le maximum de choses. Le maximum de choses sur la réalité, sur l'individu en question, sur les sociétés, sur comment est-ce que les hommes avaient vécu, sur comment est-ce que les hommes étaient, sur comment est-ce que nous, on peut s'inspirer de ces hommes-là qui avaient été de leur vécu et de leurs expériences pour mieux vivre. Et je pense que c'est par ces livres-là, c'est par ces faisceaux-là que la lecture m'a le plus transformé. L'avidité du savoir, j'ai le plus envie de savoir. Des livres, j'ai plus envie de découvrir des livres et des livres qui me font souffrir, des livres qui me font rire, des personnages avec lesquels je me sens plutôt amical, d'autres avec lesquels je me sens hostile. Et ça grandit l'être humain. Ça nourrit le cerveau, ça nourrit cette avidité-là qu'on peut avoir envers la connaissance. C'est par les livres qu'on a le plus de connaissances. Merci beaucoup. C'est une question quand même pour moi assez complexe. Moi, je dirais que la lecture, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend parce que d'abord, quand on est scolarisé, on nous apprend à lire à l'école parce qu'on ne connaît rien, on ne sait rien d'abord. On nous initie à la lecture et à l'écriture. Donc, on nous apprend à lire et à écrire. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à mieux apprendre à lire, sinon à aimer la lecture? C'est ça la grande question. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce qui fait que les gens n'aiment pas lire. Sinon, qu'est-ce qui fait que les gens ont perdu le goût de la lecture? C'est ça la question fondamentale. D'abord, il y a plusieurs causes. La première, d'abord, ça c'est surtout notre environnement. Sinon, tout est lié à l'environnement. Nous sommes dans un pays qui a été colonisé. La langue avec laquelle nous travaillons, nous exprimons, ce n'est pas notre langue maternelle, c'est la langue que nous avons appris. Et si vous essayez d'aller un peu plus loin, dans les années 1960-63, notre taux de scolarisation ne dépasse pas les 7%. Donc, ce qui veut dire que 7% de la population, c'est-à-dire 7% des lecteurs potentiels, parce que les documents sont en langue étrangère, sont en français. Donc, ce qui limite les lectorats. Au fur et à mesure, les taux de scolarisation ont augmenté, mais sauf que généralement chez nous ici, quand les gens partent à l'école, ils partent à l'école pour avoir le diplôme et pour avoir un emploi. Et vous pouvez faire le constat, quand quelqu'un a son diplôme et a un emploi, généralement on se focalise sur son emploi seulement. On ne cherche pas à diversifier sa connaissance. Vous verrez beaucoup de gens ici qui sont des fonctionnaires qui travaillent dans des postes de haute responsabilité, mais ils ne lisent pas. Ils se focalisent uniquement sur leur travail. Imaginez un enfant qui grandit dans cet environnement et son père a été à l'école, son père a appris, mais il n'y a même pas un seul livre dans leur famille. Non seulement, de façon implicite, les papas ne peuvent pas influencer son enfant à lire, à aimer la lecture, mais de façon explicite non plus, il ne peut pas le faire parce que s'il dit à son enfant, il faut apprendre, il faut lire, la lecture est importante, alors que lui-même il ne dit pas, le message ne passe pas. Donc nous sommes dans un environnement où il n'y a pas la culture de la lecture. C'est comme ça. Même quand vous partez au grain, que vous asseyez avec un livre, vous êtes en train de lire. Les autres, vous êtes au nombre de 5 personnes. Toi, tu es seul avec ton livre, tu es en train de lire. Les autres sont en train de poser. Finalement, parfois, tu fermes ton livre, tu te joins à eux. C'est comme c'est la majorité qui écrase la minorité. Donc, la lecture n'est pas dans notre culture. Donc, c'est ce qui fait que de nos jours, les gens n'ont pas le goût à la lecture. Maintenant, comment amener les gens à aimer la lecture? Parce qu'ils ont appris à lire et à écrire. Comment les amener à lire? Il faut surtout que nous mettions, notre ministère de l'Éducation surtout s'implique. Ça, c'est la première des choses. Au niveau national, si nous voulons, pousser le maximum de gens à lire, il faut que les ministères s'impliquent. Il faut que la lecture soit
comment dire, mis dans le programme de l'éducation. Parce que au premier cycle seulement, on apprend aux gens à lire et à écrire, mais une fois arrivé au lycée, il y a des différentes séries. Vous prenez par exemple la TSO, il n'y a pas d'exposé, si à peine ils font français. Mais pourtant, à ce niveau-là, on doit vraiment faire en sorte que tous ces élèves-là puissent lire. Il faut mettre un programme qui pousse tous les élèves à lire, parce qu'à ce niveau-là, déjà, ils ont un peu de connaissances, ils peuvent lire, peut-être chercher à comprendre le sens de certains mots par eux-mêmes. Donc, petit à petit, donc, si on les impose à lire à l'école, finalement, peut-être ils vont essayer de l'intégrer dans leurs habitudes. Mais puis ça, c'est un programme national. Nous n'avons pas ce pouvoir de décision. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que club de lecture? Déjà que la création des clubs de lecture déjà est une initiative qui milite dans ce sens, pousser les gens à lire, pousser les gens à aimer la lecture. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être le courage de lire, mais quand ils viennent assister à un exposé, parfois ça les font aimer la lecture. Il y a il y a tel livre qui a été exposé aujourd'hui, donc le livre parle de telle ou telle chose. On donne un aperçu du livre à l'assistante. Parfois, les gens, leur curiosité est tellement élevée qu'ils vont chercher à lire ces livres-là. Et petit à petit, ils vont intégrer la lecture dans leurs habitudes. Pour la naissance des clubs de lecture et aussi leur multiplication va favoriser l'amour de la lecture chez les jeunes. Maintenant aussi, ce cadre-là aussi est un cadre également qui entre dans le fait d'inculquer le goût de la lecture à la jeunesse. Nous avons des chaînes qui sont très suivies. Vous avez des web TV qui sont très suivis. Quand il y a des buzz, tout le monde les regarde, tout le monde est connecté. Donc chacun suit, chacun commande. Mais pourquoi ne pas organiser un cadre de ce genre sur ces chaînes-là? Essayez vraiment d'organiser, de réunir un cadre autour du livre, autour de la lecture, qui pourrait pousser les gens à lire, qui pourrait peut-être amener les gens à aimer la lecture et à en faire une habitude. Moi, je crois que le problème est assez profond, mais moi, je crois que si des initiatives de ce genre se multipliaient, que les clubs de lecture se multipliaient dans les universités et aussi dans les écoles, ça pourrait favoriser l'amour de la lecture chez les jeunes. Merci beaucoup. Ok. Bien, est-ce qu'on apprend à lire, on inculque la lecture? Je le rejoins d'une part, mais sauf que si on devrait prendre le mot inculquer dans un sens un peu plus biaisé, on trouverait que c'est à peu près la même chose. Bien, par rapport à la question, est-ce qu'on apprend, comment on doit faire pour apprendre à lire? Je crois que c'est pour un lettré qui veut inculquer la culture de la lecture à quelqu'un, quand même pour un lettré, par exemple, nous qui avons été à l'école, je crois qu'il y a des méthodes à suivre. Et il faut d'abord, un premier point que je devrais signaler, c'est être un modèle d'abord. Si vous voulez apprendre à lire aux uns, aux autres, aux enfants, à la jeunesse, vous devrez être un exemplaire dans la famille, dans le quartier, à l'école, mais partout. Vous ne pouvez pas demander aux uns, aux autres de lire, alors que vous aussi, vous essayez le livre. Un bibliophobe qui apprend à lire, qui veut que les gens lisent, ça pose des problèmes. Un lettré qui veut apprendre aux jeunes de lire, il doit être d'abord, dans un premier temps, un exemple. C'est-à-dire, vous devrez lire tout le temps. Il faut aussi une méthode pour influencer les enfants ou la jeunesse. Comment? Si vous êtes dans la famille, chaque soir ou chaque jour, il faut avoir un livre, tu lis, tu déranges, il faut parfois déranger les enfants. Tu fais des jeux, parce que les enfants aiment imiter les parents, très souvent. Donc tu t'habilles, chaque fois que tu vas lire, il faut avoir une tenue, peut-être un bureau quelque part. Et pour des stratégies, il faut avoir un bureau mobile parfois. Tu viens t'arrêter, s'asseoir, peut-être au beau milieu de la famille, en tout cas quelque part, pour que l'enfant suive, ah papa là c'est quoi, mon grand frère, qu'est-ce qu'il veut? Lui il est devenu fou, mais ça faut être intéressant. Et en même temps, vous allez apprendre à lire. Donc vous allez influencer, il y en a qui vont venir. Si ceux qui n'arrivent pas à vous joindre dans ce sens, déjà une méthode à utiliser. Donc il faut chercher à connaître maintenant le centre d'intérêt de ceux-là qui sont autour de vous, que vous voulez apprendre à lire. Ton enfant n'a pas la même ambition que toi. Le petit enfant n'a pas le même intérêt que toi, adulte qui en a de réfléchir. Un enfant de 5 ans ne raisonne pas. Rousseau l'avait dit, jusqu'à 13 ans, l'enfant n'apprend pas à raisonner. Donc il ne fait que vivre selon l'instinct, selon les habitudes, la sensibilité.
Donc, il faudra aller avec des sujets que l'enfant aime. Et parfois, ayez le courage d'aller chercher des livres qui touchent le centre d'intérêt de l'enfant ou des gens qui sont autour de toi. Lisez et profitez un bon moment pour discuter tes lectures avec eux. Et parfois, il va dire, papa, tu connais ça? Oui, je connais. Où est-ce que tu as appris ça? Moi, j'ai lu ça dans le livre. Quel livre? Tu amènes. Il faut lire une partie, tu vas l'apprendre à lire. Mais la grosse erreur que nous commettons très souvent, c'est de penser que c'est à l'école qu'on devrait seulement apprendre à lire. C'est pourquoi la lecture échoue dans notre société. Parce qu'à l'école, il y a un programme qui est conçu pour concevoir un type de citoyen adapté à l'objectif du gouvernement ou de l'État. C'est pourquoi dans le programme, vous verrez que parfois, une fois arrivé à un certain degré d'évolution d'études, la lecture est minimisée. Donc, le type de citoyen que nous voulons maintenant, le programme est basé sur ça seulement. Ainsi, si un enfant déjà apprend à lire à la maison, vous devrez l'encourager à apprendre à lire. Ce n'est pas seulement limité, parce que très souvent, les lectures que nous faisons à l'école, ce ne sont pas des lectures forcément qui sont adaptées au niveau des élèves ou qui sont forcément adaptées aux intérêts des enfants. C'est à vous maintenant de faire maintenant la lecture une habitude pour l'enfant à la maison, un plaisir, et lorsqu'il sera à l'école, il va devenir meilleur. Il va dire, papa, à l'école, moi, je sais mieux que tout le monde, parce que je sais lire ici. Donc, il va voir la lecture à l'école comme étant un amusement, comme voilà, c'est juste un jeu, ce n'est pas une grande chose, mais c'est à la maison que ça doit être cultivé. Ça s'apprend. Et lorsque vous connaissez bien les centres d'intérêt de l'enfant, ayez le courage d'aller acheter des livres qui sont adaptés à son niveau et l'apprendre à lire ces livres. Et de temps en temps, il va dire, allez-y, papa va lire et tu viens me faire le résumé. Et il faut être le premier à lire le livre d'abord et essayer de susciter. Par exemple, quand vous prenez pour susciter le goût de la lecture chez une jeune, les ados par exemple, vous dites tout simplement, vous prenez un livre, vous dites, dans ce texte-là, il est dit, écrit là-bas, comment, il y a des techniques qui sont données, comment séduire une belle dame. Vous donnez ça à des ados, vous dites ça comme ça sur un livre, vous dites, c'est un livre intéressant. Vous allez voir, il y a des enfants qui vont chercher les livres, ils vont lire du début jusqu'à la fin, mais ils n'auront pas de résultat, ils viendront vous voir, mais vous avez dit, il y a ça là, mais je n'ai pas vu. Il est d'accord. Désormais, il y a un autre livre là que je vais vous donner. Je donne pour la preuve l'expérience que j'ai vécue. J'avais une élève qui n'aimait pas lire un moment donné. J'ai fait exprès, j'ai amené le livre d'Israël Bidon Koulibaly, et Que Dieu protège les femmes. Et quand je suis venu, j'ai seulement ouvert qu'on appelle le sommaire. Il y a une partie où c'est écrit « Les hommes aiment les femmes mariées ». Donc, je l'ai fait regarder seulement. Il dit « les hommes aiment les femmes mariées ». Comment ça me chérit? En tout cas, c'est la donne, mais tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas commencé au début pour arriver là-bas. Donc, monsieur, donnez-moi. Je dis, je ne vais pas te donner parce que j'ai besoin de ça demain. Donnez-moi demain, je vais terminer demain, je vous remettrai. Effectivement, elle a pris, elle a terminé. Tu lui poses la question, elle est à mesure de résumer oralement tout. Il dit, je comprends. Donc, il faut des techniques maintenant pour pousser la personne à lire. Voilà ce que je peux dire d'abord par rapport à la question. Merci. Moi, je pensais que c'était à Ruby. On a terminé par lui la salle. Donc on termine. D'accord. Mais il faut contester parfois les choix de la présentatrice. D'accord. Merci pour la question fondamentale. Aimer lire. Est-ce ça s'apprend ou on l'inculque? Je vais répondre à la question à travers un écrivain qui à l'école n'était pas brillant, mais qui a trouvé de méthodes adéquates pour faire acquérir les compétences nécessaires pour la lecture. Je ne dirais pas apprendre, je ne dirais pas inculquer, mais je dirais peut-être pour atténuer, faire acquérir les compétences nécessaires aux jeunes pour la lecture. Et il y a des degrés différents de lecture. Vous n'allez pas faire apprendre ou faire acquérir les compétences de lecture à un enfant comme vous le faites avec un jeune ou un ado, etc. Pour les enfants, on ne commence pas, à mon avis, par lire les livres. C'est ce que disait l'écrivain dont je vais parler, Daniel Pinnock. Il a écrit un essai de moins de 100 pages. Au début, il dit, le verbe lire n'aime pas l'impératif. L'impératif, c'est quoi? C'est quand on donne un ordre à quelqu'un. Lis. Lis tel livre, lisez. On a l'habitude de le dire lors des rencontres. Lisez, lisez. Mais en fait, selon ce dernier, le verbe lire
ne se conjugue pas à l'impératif. Alors, comment faire? Il faut faire en sorte que la personne qui sera votre cible et à qui vous allez faire acquérir les compétences nécessaires pour la lecture, il faut que vous parveniez à faire en sorte que cette personne puisse avoir le plaisir de lire. Et pour que l'enfant à bas âge ait le plaisir de lire, il faut commencer par le verbe raconter. Et le verbe raconter se trouve dans presque toutes les cultures, que ce soit des cultures de civilisation orale ou des civilisations écrites. Dans nos traditions, les vieilles personnes avaient l'habitude de raconter des contes et des histoires aux enfants. Et en écoutant ces histoires, les enfants ne s'ennuyaient pas. Pourquoi ils ne s'ennuyaient pas? Parce qu'ils trouvaient dans ce qu'on racontait un certain bonheur, une certaine joie, un certain plaisir. Et c'est ce bonheur, c'est cette joie et ce plaisir qui vont obliger inconsciemment l'enfant à s'intéresser au récit. Je pense que pour tous les lecteurs, pour tous les grands écrivains, on a commencé ainsi. Il est vrai que pour certains, ça n'a pas été le cas, comme Jean-Paul Sartre, son père l'enfermait dans une bibliothèque. Il ne disait pas à son fils, lis un tel livre. Jean-Paul Sartre était dans la bibliothèque, il a dit dans son livre Les mots, les livres étaient partout. Donc, il choisissait les livres qui lui parlaient. Peut-être s'il ne trouvait pas ce qu'il cherche, il abandonne. Et il faut aussi qu'on donne aux enfants le droit d'abandonner la lecture de certains livres, comme nous le faisons, nous adultes. Peut-être nous faisons croire aux enfants que oui, j'ai lu un tel livre du début jusqu'à la fin. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parfois, on prend un livre, le livre ne nous parle pas. On l'abandonne. Mais on ne donne pas ce droit-là aux enfants. On les oblige à lire les histoires du début jusqu'à la fin. Et ça, il faut éviter. Pour toujours raconter, lorsque vous racontez des histoires aux enfants, certainement ce sont des histoires qui touchent les centres d'intérêt, comme l'a dit Abdraman, les centres d'intérêt des enfants, et ils vont, dès à bas âge, commencer à se poser des questions. Ils vont poser des questions même à leurs parents. Et je vais peut-être contredire ce qu'a dit Rousseau. L'enfant ne raisonne pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Peut-être c'était à son époque. Mais aujourd'hui, les enfants sont en avance par rapport aux enfants de l'époque de Rousseau. Même à 4 ans, il peut raisonner. Il peut poser des questions et trouver aussi des réponses à son niveau à ces différentes questions. Et quand on lui raconte des histoires, des contes, il va se retrouver. Et chaque jour ou chaque soir, il va demander à mamie ou bien à papy de lui raconter l'histoire. Parce que quand on dit qu'il faut apprendre à lire aux enfants, il y a des parents qui ne savent pas lire. Et comment faire acquérir les compétences de lecture aux enfants? C'est très difficile. Mais tout parent peut raconter. Et si on lui raconte, arrivé à l'école, l'enfant va découvrir les mêmes histoires presque dans les livres. Parce que dans le programme, il y a aussi les contes, il y a les récits et qui se ressemblent. L'enfant, il va découvrir ce que son papi ou sa maman lui a raconté quand il était bébé. Il va s'intéresser au récit dans le livre. C'est ainsi que lui-même, il va s'intéresser au livre. On ne lui impose pas un tel livre. Et c'est là qu'il faut peut-être accuser l'école. L'école nous impose des livres. Parce qu'il y a un programme. Il faut lire un tel livre. Même si vous ne l'aimez pas, même si le livre ne vous parle pas, vous êtes obligé de le lire parce que vous cherchez une note pour passer. Et on ne doit pas lire pour avoir une note. On doit lire pour le simple plaisir de lire. Et pour ce faire, nous devons choisir nos lectures. Ce ne sont pas aux parents de nous imposer un livre. S'ils veulent faire cela, qu'ils passent par des voies douces. Les enfants n'aiment pas la violence.
on ne se fait pas violence, hein, vous l'avez dit. Dans toute chose où il y a violence, peut-être il faut éviter. Les enfants n'aiment pas cette violence, mais ils aiment la voix douce. Et on peut leur faire acquérir les compétences nécessaires pour la lecture sans pourtant les obliger à faire quoi que ce soit. Et c'est ce que préconise Daniel Pénac dans son essai. Comme un roman, vous devez chercher aussi à le lire. C'est très important. Vous verrez là-bas comment faire acquérir les compétences. Pas par la force, mais par la voix douce. Et en commençant d'abord par raconter. Après avoir raconté, peut-être si le parent est instruit, il va maintenant s'intéresser au livre. Il va ouvrir les livres, il lit l'histoire dans les livres. Et l'enfant, il ne va pas dire à l'enfant lis, hein. C'est à lui maintenant de lire. Et s'il lit devant l'enfant, forcément, il va s'intéresser à ce que fait son papa. Et à l'école également, ils ont eu à souligner le point. Pour inciter les élèves à lire, il faut que le maître aussi soit un amoureux de la lecture. On l'a dit, c'est très important. Les enfants apprennent beaucoup plus de ce que nous leur montrons en acte que ce que nous leur disons. On peut dire aux enfants, lisez, mais s'ils ne nous voient pas en train de lire, ils vont dire, papa même ne lit pas. Non, on ne va pas lire. Parce que pour l'enfant, le père est l'exemple. Le père, il est un Dieu. Il est parfait, il n'a aucun défaut. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est bon. Donc, il le suit. C'est pourquoi on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que de mauvais parents. Les enfants reproduisent ce que nous leur disons et ce que nous faisons devant eux. Et si dans une famille, comme ça a été le cas de Rousseau et aussi le cas de Dieudonné Niangouna, qui est un dramaturge congolais, son père aussi l'enfermait dans les livres, mais son père l'obligeait à lire. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il a été victime de sa lecture, parce que quand on le voit, il ressemble à un fou. Il y a des idées qui se vagabondent dans son esprit. Il ne se retrouve pas trop. Et il a qualifié son père de tyran. Même si je n'étais pas d'accord avec lui, il y a eu une discussion farouche entre lui et moi concernant ce mot tyran. Pourquoi il dit que le père a été un tyran pour lui? Parce que le père l'obligeait à lire des livres peut-être qu'il n'aimait même pas. Et donc, pour faire acquérir la lecture, mettons l'école de côté, l'implication du ministère, mettons ça de côté, trouvons des livres qui touchent le centre d'intérêt des enfants et ils vont s'intéresser à la lecture sans qu'on les oblige à faire quoi que ce soit. Surtout, le verbe lire n'aime pas l'impératif. Merci. Merci à vous. Vous n'allez pas me poser la même question parce qu'elle est totalement répondue. Il a totalement répondu. Je Mais t'ai déjà hypnotisé, vous voyez, je n'ai même pas vu la Subhanallah. Ah, il le fallait parce que je pense que j'ai duré. Il a une réponse quand même. D'accord. Ah Il y a oui, quelque chose. forcément. Alors, est-ce qu'on inculque l'amour de la lecture donc à lire réellement ou est-ce qu'on apprend à lire? Moi, je pense plutôt c'est les deux réponses vont. Déjà, quand on dit j'inculque à lire, je ne peux pas m'inculquer la lecture. Moi, par exemple, je peux inculquer la lecture à d'autres personnes, par exemple à des enfants. Mais moi, personnellement, j'apprends à lire. Et ça, c'est un fait. Moi, par exemple, on ne m'a pas inculqué la lecture, l'amour de la lecture. J'ai appris à lire, j'ai appris à aimer la lecture. J'ai rencontré la lecture en 2016 quand je faisais ma 11e année au lycée à travers une association des jeunes lecteurs de Gao. Et c'est par cette rencontre-là que moi, j'ai appris à lire au fur et à mesure. Il y avait d'autres personnes, évidemment, qui avaient rencontré cette association-là, mais qui ne sont pas devenus des lecteurs comme moi. Donc, tout part aussi de ces centres d'intérêt-là. Surtout de ces centres d'intérêt-là, de cette avidité ou de cette réponse-là que la lecture nous donne. Et moi, j'ai appris par mes lectures, au fur et à mesure, j'ai appris à lire. Au départ, je pouvais lire un livre et je ne le trouvais pas intéressant, je le laissais tomber. J'ai terminé mon premier livre, je crois, en 2018. J'ai rencontré la lecture en 2016. Il y a eu 2 ans d'écart pour que moi, je parviens à lire un livre concrètement. Et pas à le comprendre, hein, à le lire simplement, à faire une violence sur moi pour terminer le livre. Comprendre ça, c'est notre problème, c'est une autre thématique à laquelle je me suis attaqué plus tard. Et donc, tout ça, c'est vraiment un processus. On peut apprendre à lire.
On apprend à lire tel que moi je l'ai appris, tel que beaucoup de personnes l'ont appris. Certainement, Mamoudi Sassamake, il a appris à lire, on ne l'a pas inculqué la lecture. Siaka Koulibaly, il a appris à lire. Mon cher camarade aussi, il a appris à lire. Donc nous, on a appris à lire. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas s'offrir le luxe d'avoir des gens qui nous inculquaient l'amour de la lecture. Déjà, on a pratiquement tous des parents, soit même s'ils ont été des lettrés, ils ont été à l'école ou autre là, soit ils n'ont pas avancé dans les études ou autre là, même s'ils ont avancé, ils n'ont pas aussi l'amour de la lecture. D'autres n'ont jamais été à l'école. Et donc, on est dans cet environnement-là, et dans cet environnement-là, pour être un lecteur, on doit l'apprendre. Et pour l'apprendre, d'abord l'intérêt doit venir, et aussi il faudrait qu'il y ait des soutiens. Il faudrait qu'il y ait des personnes, des associations qui nous soutiennent. Je pense que nos différents clubs, nos différentes associations sont des vrais soutiens pour ceux qui souhaitent devenir des lecteurs. Il y a un environnement dans lequel on nous inculque le goût de la lecture, par exemple. Quand on a un parent lecteur, un parent qui connaît l'importance de la lecture, qui a lu, souvent qui est écrivain ou qui ne l'est pas, mais qui a su l'importance de la lecture et qui lit très fréquemment. Et comme la théorie de la philosophie nous dit, la théorie de l'imitation, dans les enfants, comme ça qu'elle a dit tout à l'heure, à un certain moment, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils ont plus tendance à imiter leurs parents, que ce soit leur mère, que ce soit leur père. Les filles, vous allez voir que les filles vont se mettre à parler comme si elles étaient une grande fille. Il y a des filles qui font ça. Elles vont se mettre, soit si elles ont peut-être un petit frère ou une petite sœur, elles vont se mettre à colporter ce petit frère ou cette petite sœur-là. Donc, à essayer d'imiter sa maman. Et les garçons aussi, ils doivent faire de même, essayer de parler comme son père parle. Donc, c'est vraiment l'instant idéal, le moment idéal pour inculquer l'amour de la lecture. À travers quoi? À travers nos comportements. Parce que quand on a un parent qui lit, et un enfant qui adule son père, il voudrait être comme son père, forcément il va lire. Quand on a une maman qui lit, une fille qui adule sa maman naturellement, qui voudrait devenir comme elle, forcément elle va lire. Et elle aussi, il faudrait qu'elle ne s'arrête pas, ou il aussi, il faudrait qu'il ne s'arrête pas seulement à son comportement. Il faudrait aussi qu'il soit un centre d'orientation. Par exemple, lis tel livre. Moi, j'aime conjuguer les verbes lire à l'impératif. Lire tel livre. Ça pousse. Souvent, par la finesse uniquement, on ne peut pas réussir. Il faudrait aussi utiliser une forme de violence, même si c'est une violence douce. Avec cette violence-là, on peut mieux faire des choses de manière très, très intéressante. Les personnes qui cité qui ont eu des lectures imposées sont devenues des personnes aujourd'hui. Lui, Dieudonné, il est devenu un dramaturge, et Jean-Paul Sartre, il est devenu Jean-Paul Sartre. Et on clame sa théorie partout et ailleurs, et sa théorie va vivre. Et donc, je pense vraiment qu'on peut inculquer la lecture quand on est parent, et quand on est conscient de l'amour de la lecture, de ce que la lecture peut apporter à un enfant et de ce que la lecture pourra apporter à cet enfant-là quand il va grandir. Et aussi, on apprend à lire. Quand on n'est pas dans un environnement où on nous inculque à lire, on peut aussi apprendre nous-mêmes à lire, à côtoyer les livres, et plus tard à découvrir leur importance, à transmettre cet amour-là aux enfants que nous allons avoir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à 1 heure. Vous avez vu le temps passer. Alors, il nous reste 6 minutes. Il faudrait que le temps passe, on est en juin. Alors, pour les 6 minutes, vous avez... On va prendre 8 minutes. Vous êtes d'accord avec nous? Avec moi, plutôt? 8 minutes, 2 minutes chacun. Oui, c'est bon, ça marche. D'accord. Donc, la dernière question, c'est quelles sont aujourd'hui les priorités? Genre, on a parlé d'inculquer maintenant les priorités. Peut-être sur ce que vous venez de dire, il y a des priorités il y a des choses qu'on peut prioriser pour inculquer la lecture à la jeunesse. Voilà, on va commencer par vous. Bien, les priorités maintenant, je pense qu'il faut mettre en place un système de concours de lecture entre les jeunes. C'est très important. Et si on met en place un système de concours entre les jeunes, ça peut les pousser à lire. Et je pense cette fois-ci, on va les obliger à lire, Inch'Allah. Oui, cette fois-ci, on va les obliger. Parce que quand les jeunes sont ensemble, on va leur proposer des textes. Il y a un cas qui s'est passé tout à l'heure dans mon lycée, le lycée LP Mama. Il y avait un concours entre les différentes classes. On avait amené un ouvrage de Seydou Badjan qu'on avait attribué à toutes les classes et que chaque classe devait lire l'ouvrage et avoir des représentants. Et pendant le concours, vous avez remarqué que ce sont les 11e années que l'on a emporté contre les terminales. Je crois à travers ça, et ceux qui étaient en terminale se sont dit donc, préparez un autre concours. On leur a demandé de lire tel livre. Je leur demande de lire tel livre. On viendra après. Il y a un élève qui vient dire, monsieur, j'ai terminé de lire, voilà,
quel jour on va faire le concours? Attendez, on verra bien. Donc c'est aussi une possibilité. Et ce concours peut les pousser à lire. Je crois que c'est une priorité aujourd'hui, organiser des concours de lecture un peu partout, au lycée, aux primaires, même pendant les vacances, les congés, pour les pousser d'être tout le temps en contact avec, en tout cas, les ouvrages, les textes, la lecture. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Siaka. Bon, je vais peut-être, pas une opposition, mais faire une restriction de ce qu'il a dit. Quand il parle d'organiser des concours, vous savez, quand les élèves, les enfants lisent pour le concours, est-ce qu'à long terme, ce concours pourra continuer? Lorsque nous ne serons pas en mesure d'organiser des concours, ils ne liront plus. Peut-être au départ, ça marche, tous les élèves vont lire, mais arrivé à un certain niveau, surtout les élèves qui vont perdre seront frustrés. Vous savez, j'ai aussi une vision personnelle sur notre mode de vie. Hein. Je n'aime pas les compétitions. Les compétitions frustrent les gens. C'est pas quand tu es dernier d'une compétition, mais tu vas te sentir tellement frustré que tu n'auras plus envie de faire quoi que ce soit. Alors que ce n'est pas parce que tu es dernier que tu es vraiment dernier. Mais cet impact psychologique va faire en sorte que tu vas abandonner le livre, tu vas haïr les livres. Maintenant, pour moi, je reviens toujours sur le numérique, qui est une priorité aujourd'hui. Peut-être, ça va être difficile, mais il faut rassembler les acteurs du livre, les acteurs de la chaîne du livre. Il s'agit des lecteurs, des éditeurs, des écrivains et des bibliothécaires, des libraires, pour discuter de ce dont on a besoin pour vraiment faire acquérir, je ne dirais pas peut-être inculquer, parce qu'inculquer aussi c'est de manière durable. Les concours ne sont pas durables. Et quand c'est de manière durable, il faut trouver des solutions durables. Même si à long terme, on va apporter des modifications. Et je pense que maintenant, il y a la politique nationale du livre et de la lecture au Mali qui est en cours. Il y a les éditeurs et les bibliothécaires qui sont en discussion au sein du ministère de l'Éducation pour trouver des ressources adéquates, des ressources nécessaires pour la promotion de la lecture et du livre. Et il faut prioriser le numérique à ce niveau. Les éditeurs ne seront peut-être pas contents parce qu'eux, ils éditent les livres et il faut que les livres soient achetés. Il y a ce problème-là auquel on est confronté. Quand on discute avec les éditeurs et quand on dit tout de suite que oui, moi je veux le livre en PDF, l'éditeur il va gagner quoi? C'est problématique. Donc il faut qu'on pense aussi à peut-être monétiser l'ouvrage numérique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va le faire, mais à travers les discussions, on va parvenir à des résultats qui vont arranger tout le monde, pas seulement que le lecteur. Parce que parfois aussi, le lecteur il est égoïste, il ne pense qu'à son intérêt. Avec le numérique aussi, c'est ça. L'auteur, il gagne quoi dans la version PDF? Rien. L'éditeur, il gagne quoi? Absolument rien. Il faut que le livre soit acheté. Et pour que le livre soit aussi acheté, il faut que le prix d'achat soit à la hauteur du pouvoir d'achat des lecteurs. Le livre de Sadia, le réveil des silencieuses qui est sorti récemment, les titres, etc. Mais le prix, c'est à 15 000. Un étudiant ne pourra pas se permettre sur X d'acheter le livre à 15 000, même s'il a envie de le lire. Il va demander la version PDF. Donc, qu'on essaye de subventionner le prix, pas comme les denrées de première nécessité, le prix des livres, et que l'État s'implique davantage afin que et les éditeurs, les libraires, les lecteurs, les écrivains puissent tirer davantage, pas deux apostrophes, du livre. Et comme ça, on va faire la promotion ensemble. Voilà, merci. Merci. Lui, il a utilisé ses 2 minutes. Oui, j'ai dépassé même. C'est ça le problème. Je suis chronophobe ou quoi? Moi, je crois que je partirais par la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Quand je dis aux élèves qu'on ne part pas à l'école pour avoir des diplômes, ils sont étonnés. Mais en réalité, on ne part pas à l'école pour avoir des diplômes, mais pour avoir la connaissance. Mais de nos jours, les gens ont priorisé les diplômes à la connaissance. Il faut les sensibiliser par rapport à ça. On part à l'école pour apprendre à connaître. Donc, c'est là qu'on doit inculquer aux apprenants. Les parents ont leur rôle à jouer à ce niveau. Les enseignants ont leur rôle à jouer à ce niveau. Les promoteurs d'école aussi ont leur rôle à jouer à ce niveau. Parce que de nos jours, l'école, c'est devenu un business. C'est comme le commerce.
vous les constaterez si vous partez au niveau des écoles privées. Parfois, on économise de l'argent sur le dos des enseignants au détriment des élèves. Maintenant, il faut surtout qu'on sache que quand on part à l'école, c'est pour apprendre. Et sachant que la connaissance se trouve dans les livres, si on essaie de faire comprendre aux enfants qu'on part à l'école pour apprendre et que la connaissance est dans les livres, ils vont de plus en plus se tourner vers la lecture. Parce que si on triche par-ci, par-là, juste pour avoir les diplômes, ils comprendront que l'important, ce n'est pas le diplôme, mais l'important, ça, c'est la compréhension. Ça, c'est ce que je vais acquérir après. Maintenant, donc, puisqu'on dit que les livres est la meilleure source de connaissances, ils vont se tourner de plus en plus vers les livres. Moi, je crois qu'il faut surtout que chacun joue son rôle à ses niveaux, qu'on essaie vraiment de conscientiser les apprenants qu'on ne part pas à l'école pour avoir le diplôme. Mais pour avoir la connaissance, c'est très important. Merci. C'est ce que j'avais à proposer. Merci. Bravo. D'accord, alors. Quels sont peut-être les actes qu'il faut prioriser si on veut promouvoir la lecture? Peut-être inculquer la lecture, l'amour de la lecture aux gens ou les apprendre à lire. Moi, je vais plus parler en tant qu'association. Je pense que je vais aller sur notre optique. C'est qu'on peut faire réellement. Parce que le constat, il est là, c'est que beaucoup de gens attendent l'apport de la lecture. Mais l'information n'y est pas. Cette information, c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent pas réellement l'importance de la lecture. C'est ça le problème. Quand on voit que les gens ne lisent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès aux livres. Aujourd'hui, on a accès aux livres. Mais on ne connaît pas l'importance de la lecture. À quoi va nous servir les livres que je vais lire tout de suite? Qu'est-ce que ça va m'apporter réellement? Parce qu'on est tous des gens rationnels. Il faudrait qu'on agisse en fonction de nos intérêts. Quand je lis un livre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour me dire réellement ce que ça va m'apporter, il est très très difficile de m'engager. Quand il y a peut-être des TikTok ailleurs ou qu'il y a des Facebook ailleurs, il y a des vidéos très très attrayantes à voir. Et donc moi je me dis qu'on est déjà dans cette optique-là de faire connaître la lecture. D'abord, parler de la lecture aux gens, qu'ils sachent que tous les grands hommes qui ont existé ont été des fins lecteurs. Les grands hommes qui existent aujourd'hui ont été des fins lecteurs. Et pour être un écrivain hors pair, un écrivain de talent, il faut d'abord lire, engloutir toutes les sciences, que ce soit les livres ou autres, là, toutes les sciences d'abord en son sein pour pouvoir s'épanouir et après écrire. Je pense vraiment qu'on doit s'accentuer plus sur sa priorité d'abord, connaître l'importance de la lecture. Nous, la semaine s'est passée, on a été au niveau du lycée public à GLM, Association des jeunes lecteurs du Mali. On a été au niveau du lycée public de Niamana et on a parlé aux lycéens et aux lycéennes. Et quand on a laissé notre adresse, plutôt la liste pour revenir, il y a eu plein de places, presque dans toutes les classes, la majorité avait écrit leur nom. Parce qu'on a su les convaincre. On a su leur dire que par la lecture, vous serez ça. Et ça, ce ne sont pas des bobards, c'est la vraie. C'est la vérité. Que par la lecture, on est un homme meilleur. Que par la lecture, on est un homme averti. Que par la lecture, on sait parler aux gens parce qu'on a appris à les faire parler par les livres. Que par la lecture, on a une dextérité dans la plume quand on écrit. Et ça, c'est par la lecture. Il faudrait aussi qu'on soit à mesure de les suivre plus tard. De les suivre plus tard, de les coacher afin qu'ils puissent avoir cet amour de la lecture-là. Parce que ce n'est pas un amour qui vient tout d'un seul coup. Quand vous parlez de la lecture, de l'importance de la lecture à quelqu'un, là tout de suite, vous allez l'émerveiller. Mais quand il n'y a pas de suite plus tard, la personne va revenir à ses vieilles habitudes ou à ses anciennes habitudes. Donc, il faudrait, nous, ayant connu l'importance de la lecture, on a bénéficié de la lecture. Il faudrait qu'on fasse profiter de cette lecture-là à d'autres personnes aussi. Parce qu'on dit que les gens ne lisent pas aujourd'hui comme par rapport à avant. C'est carrément faux. Au Mali, les gens plus aujourd'hui qu'avant les gens ne lisaient. Mais on ne lit pas assez, on peut lire suffisamment. Parce qu'avant, il y avait un taux d'alphabétisation très moindre. Aujourd'hui, on a un taux d'alphabétisation de 37%. Donc, on peut mieux lire, on peut mieux exploiter les livres afin de mieux dépeindre nos réalités sociales. Je crois vraiment que c'est sur ces points-là qu'on devrait s'accentuer en tant que lecteur averti, lecteur qui ont aussi profité de la lecture. Et aussi afin que d'autres personnes puissent connaître l'importance de la lecture, se lancer sur le chemin aussi de la lecture. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous remercions nos panélistes. Merci beaucoup. Je vais les ovationner encore. C'est pas trop. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Il y a ça aussi. Oui. Vous avez des questions, non? Des contributions surtout. Voilà.
questions, des contributions? Si, ça non. Maintenant, cette fois-ci, il faut les obliger. On ne les oblige pas. Des questions? Vous en parlez pendant 1 heure. À vous demander, oui. Ok, bonjour. Bonjour. Et toutes mes félicitations pour la qualité des parents. Et tout d'abord, parlant de lecture, le goût de la lecture. On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Hein. Présentez, s'il vous plaît. Ok, moi, je me nomme Bayodi Sarakoudé. Je suis membre du club de lecteurs aussi. Maintenant, concernant le goût d'inculquer la lecture à la jeunesse, et je crois que souvent, ce n'est pas parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui lit et qui va nous pousser à lire. Moi, mon père, pratiquement, il lit. C'est un scientifique. Les livres concernant la science, la littérature, mais j'ai passé la plupart de ma jeunesse sans jamais toucher à un livre. Et c'est quand j'ai été au lycée, en 3e année, et on avait un exposé à faire, je me rappelle que c'était sur une pièce de théâtre de Ferdinand Oyo. Et quand notre professeur nous a demandé de lire et de le mettre de faire la mise en scène. Et j'ai profité de cela quand j'ai lu le livre. Oh, c'était ludique et c'était aussi, ça me donnait à réfléchir sur la condition de la femme. D'un côté, on voit que la femme est comme un matériel de s'enrichir. Et après, on voit le côté ludique maintenant qui, lorsque la jeune fille va avec son fiancé voler l'argent de la dot, maintenant, au lieu de donner la fille maintenant pour s'enrichir, on cherche à s'en sortir. Et là, ça devient ludique. J'ai lu cela après, j'ai demandé à mon professeur de français. Je lui ai dit, mais en ce moment, c'est monsieur m'inspire beaucoup concernant dans les zones de l'enseignement. Je lui ai demandé, mais je vais enseigner moi aussi un jour. Il m'a dit, bon, pour enseigner, il faut commencer à lire, surtout quand il veut être un professeur de français. Je lui ai dit, bon, moi, j'aime pas beaucoup lire, mais il m'a dit maintenant, il va falloir lire. Et là, il m'a donné les misères de Victor Hugo. J'ai commencé à lire. Au début, j'étais fatigué. Je ne comprenais rien. Mais au fur et à mesure, l'intrigue m'a attiré. Je voulais savoir la suite. Je passais toute la nuit à lire et à lire. Jusqu'à la fin. Et dès lors, dès ces jours, je me suis intéressé à la bibliothèque de mon père. Mais malheureusement pour moi, quand je me suis rendu là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y avait que sous l'orage qui était visible. Parce que les autres, c'était sur la physique, la chimie. Et moi, je détestais les matières scientifiques. Donc le soir, je lui ai demandé, je vais acheter des livres. Il m'a dit, acheter des livres? Eh, mais pourquoi? Je lui ai dit, bon, j'ai besoin de livres quand même. Il m'a dit, mais il y a une bibliothèque ici. Je lui ai dit, mais ce que vous lisez ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la science. Il m'a dit, on lit tout et tout. Et mon père a l'habitude de tout écrire. Même des actes de naissance, il en fait pour les moutons. Tout de la naissance, l'air, tout est mal. Moi, je me demandais si c'était parce que tout le monde disait qu'il était fou un peu parce qu'il était, comment le dire, il est unique à son genre, avec sa façon. Mais c'est avec la lecture qu'après j'ai compris qu'il n'est pas fou. Mais c'est nous qui ne lisons pas qui sommes fous. Parce que nous ne sommes pas dans ce monde. On n'a pas cet esprit critique. On n'a pas cet esprit critique d'analyser les choses.